commence dans 30 secondes. Il pose des questions. Je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord. Si on peut poser des questions ou pas. Mais bon, Alors voilà qu'il va- comment ça va se passer. Tout d'abord, on va vous demander de nous faire votre témoignage, de nous raconter un petit peu tout ce qu'on a pu partager ensemble précédemment. Et à la fin de votre témoignage, il y aura une séance de questions. À la fin, je rouvrirai les micros de tout le monde et ils auront la possibilité de poser leurs questions. Bezat Hashem. Alors, on va commencer. Voilà, je vous laisse la parole et on commence dès à présent. Merci beaucoup. Voilà, à toi, maman. Oui, alors qu'est-ce que. Et tu nous racontes ton histoire depuis le début. Depuis 42 ou avant? Ben, si tu veux, un petit peu avant. Je ne sais Sinon, pas. raconte-nous déjà avant, au tout début de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé pour Alors, vous? au début de la guerre en 1939, ma maman attendait un bébé, ma petite sœur, et on a été évacués déjà vers Saint-Brévin-les-Pins avec les écoles. Bon, ça, après, on est revenu sur Paris et on a retrouvé mon père. Et après, j'ai recommencé à aller à l'école, rue Ferdinand Flocon. C'est en quelle année ça? En 41, En 41, puisqu'elle est née en octobre, ma sœur. Donc, on est rentré 6 mois après. Et là, j'ai recommencé à aller à l'école, rue Ferdinand Flocon. Et tout allait l'être pour le mieux. On pensait que la guerre allait commencer, mais on ne savait pas comment. Et arrivé le 16 juillet, il y a eu la grande rafle du Veldiv. D'abord, il avait fallu que ma mère aille chercher les étoiles au commissariat de la rue Becquerel, dans le 18e. Et puis, après, on est arrivé dans les écoles avec notre étoile. Il y avait des enfants qui ne savaient pas ce que c'était. D'ailleurs, au démarrage, nous non plus. Et puis, donc, il y avait déjà des lois anti-juives ou pas? En 42, oui. Oui. Les lois ont commencé en 40, un petit peu avant, hein, avec l'Allemagne. Donc, on parlait de juifs, on ne savait pas pourquoi. Les enfants qui n'allaient pas dans les Talmuds et que les parents n'étaient pas des grands religieux, à part une fête ou deux qu'on faisait, c'était tout à la maison. Voilà. Après, après, il y a eu la rafle du Veldiv. Ils sont venus nous chercher à la maison à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, ça a frappé très fort. Et ma mère a regardé par la fenêtre et elle a vu un ami à nous qui passait avec sa petite valise. C'était M. Chapman. Et là, ma mère a compris qu'on avait déjà entendu en 41, on comprenait les hommes. Déjà, mon père était parti sur Toulouse, en zone libre. Donc, elle nous a cachés sous le lit et on avait des très bons voisins. C'était un boulanger qui partait très tôt le matin et quand ils ont commencé à frapper chez nous, il est sorti et il a dit « Les David, ils sont partis. C'est pas la peine de frapper si fort, vous allez réveiller la maison entière. » Et la police est partie. Et de là, maman nous a tout de suite, on avait toujours des valises. Maman devait être au courant parce qu'elle avait toujours des valises de prêtes. Et on est parti chez une amie à ma mère pour le petit déjeuner, Madame Balland, qui, elle, son mari était déjà déporté en 41 à Bonne-la-Rolande. Et on a bu le café là-bas. Et de là, ma tante qui a été déportée ce jour-là aussi, la sœur à ma mère qui demeurait Bobigny-Drancy, à la limite, nous a envoyé une dame de là-bas pour nous dire d'aller nous cacher dans l'Aisne où était déjà mon oncle
qui étaient déjà cachés là-bas. Donc, on est parti à Jaurès, où il y avait l'octroi, et il y avait des autocars. On a caché nos étoiles en dessous de nos gros manteaux et on est parti dans l'Aisne, à Vieille Maison. Avec quel âge à l'époque? Ben, j'avais 10 ans, 10 ans et demi, puisque c'était au mois de juillet. Je suis née au mois de février, voilà, en 32. Et de là, on est arrivé à la ferme chez la famille Parents. Ils s'appelaient Parents, ces gens-là. Ils avaient beaucoup d'enfants à eux déjà. Et maman les a aidés un petit peu à la ferme. Et au bout d'une dizaine de jours, elle a dit, je ne peux plus vous garder. Elle nous a trouvé une dame, un petit peu plus loin, en vieille maison, chez une particulière, qui, elle, nous a mis dans son grenier. Et après, arrivé jusqu'au mois de septembre, elle a dit, on ne peut pas vous garder parce que c'est la rentrée des classes. Et comme on jouait un petit peu dans les jardins, les gens nous voyaient. Elle a dit, moi, je peux pas, c'est terminé, il faut partir. Voilà. En fait, c'était dangereux. Et c'était très dangereux pour elle aussi. De ne pas voir des enfants à l'école. Naturellement. Et on est parti sur Paris, mais mon frère était parti avant nous. Parce qu'il y avait mon frère qui lui-même a raconté sa vie aussi. Et de là, il est retourné dans le 18e, et là, il a retrouvé des passeurs. Et lui était déjà passé avant nous, quelques mois avant peut-être, je ne me rends pas compte, mais il était passé, il avait rejoint déjà mon père sur Toulouse. Et nous, on devait revoir ces passeurs pour nous. Alors, on est passé par la gare d'Austerlitz, mais dans les terrains vagues où les locomotives étaient en arrêt pour le repos, et pour le dépôt, oui, un dépôt. Et là, ils nous ont dit, vous allez passer dans la locomotive. Et il y avait de l'eau déjà, ils avaient mis des planches. Et il y avait une ou deux personnes qu'on connaissait aussi de la rue Baudely qui étaient avec nous. Alors, pour les enfants qui n'ont pas connu ça, c'était à l'époque des locomotives à vapeur. Oui, les grosses locomotives. Il y avait des grosses citernes tirées par ces locomotives. Avec des grosses citernes. Et c'est dans les citernes qui vous faisaient passer. Qui nous faisaient passer. Ils mettaient des planches et de temps en temps, ils étaient obligés de s'arrêter pour remettre de l'eau parce que la citerne n'était même pas à moitié. Hein. Donc, et c'était de l'eau froide. Oui, c'était de l'eau froide. Et, c'était quel mois ça? Tu te rappelles à peu près? Je pense que ça devait être vers la mi-septembre, puisque c'était la rentrée des classes le 1er octobre. Donc, elle avait préparé, oui, vers la fin septembre, ça devait être. Et là, le train allait jusqu'à Toulouse, justement. Donc, la gare de service partait pour Toulouse. À l'époque, je ne sais pas maintenant, mais c'était comme ça. Et ils nous ont arrêtés. Alors, on a été arrêtés à Vierzon. C'était déjà la zone libre. Vierzon, c'était la zone libre. Ils nous ont fait sortir de la locomotive et nous ont dit au revoir et ils nous ont dit, là, vous allez chercher vos billets de train pour partir à Toulouse. Donc, ma mère m'a laissée avec ma petite sœur et elle est partie jusqu'à la gare chercher les billets de train pour nous trois, enfin pour elle et moi. Et puis, après, on a été tout doucement avec ma mère. Elle est revenue nous chercher. On est retourné tout doucement vers la gare pour arriver à peu près juste, pas trop tôt non plus, pour attendre là-bas. Donc, on est monté dans le train
Et on est arrivé sur Toulouse, je ne me rappelle plus à quelle heure. Et là, en sortant de la gare, je crois que ma mère a rencontré quelqu'un qu'elle connaissait. C'était la famille Obermann, quelqu'un de la famille Obermann, qui lui ont dit que mon père était en résidence assignée à Cadour, donc de Toulouse. Elle nous a expliqué qu'il fallait aller chercher une Micheline vers Blagnac et pour aller à Cadour. Et on est resté quelque temps à Cadour. Ma mère nous avait mis à l'époque à l'école, là-bas. C'était quand même la zone libre. Et puis, petit à petit, on a appris qu'il y avait des déportations qui commençaient à se faire. Et de là, il y a des personnes qui nous ont parlé. Mon frère est parti à Toulouse, de Cadour à Toulouse pour se renseigner. Il y avait toujours un café où on retrouvait des gens. Et là, on lui a dit que pour lui, ça ne marcherait pas, mais pour ses sœurs, il y avait Monseigneur Saliège de Toulouse qui s'occupait des enfants à cacher. Et mon père est retourné voir Monseigneur Saliège et de là, on est parti avec Mademoiselle Tepp. C'était Mademoiselle Tepp qui nous a emmenés à Cap-de-Nac. Mais on n'est pas resté à Cap-de-Nac. On était dans un couvent à Massy. C'était à côté de Saint-Julien-d'Empare. Donc, c'est là qu'on a été cachés avec d'autres enfants qui arrivaient, je peux dire presque pas du monde, mais de l'Europe. De toute l'Europe. Oui. Il y avait des Hollandaises, il y avait des Bruxelloises, il y avait un peu de tout. Voilà. Et c'est là que j'ai été cachée pendant le reste de la guerre. Et maman, entre deux, a été déportée. Elle voulait avoir des nouvelles de sa sœur. Donc, elle a été à Toulouse chercher des nouvelles. Elle avait pris ma sœur en vacances pendant les Pâques. Et là, il fallait qu'elle la ramène à Mademoiselle Tepp. Et elle a profité d'aller à l'UJ, je ne sais pas si c'était l'UJ, un bureau où on avait des nouvelles des déportés, paraît-il. Et c'est là qu'elle a été prise avec mon frère. Et mon frère s'est évadé de la caserne Caffarelli et avec les poubelles et d'autres enfants. Et ils s'en sont sortis en partant en Israël. Voilà. Donc ça, c'est l'autre histoire que Yael connaît très bien. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passait là-bas au couvent. Est-ce qu'il Ben, fallait faire attention ou vous étiez assez libre? Non, c'était la pleine campagne. Le couvent était quand même en pleine campagne. C'était pas, la ville était quand même à 2 kilomètres. Par à contre, peu près. La 1 ville, kilomètre, oui, Cap-de-Nac. c'était Cap-de-Nac. Cap-de-Nac. C'était dangereux, Cap-de-Nac? Et il fallait faire attention parce que. Qu'est-ce qu'il y avait à Cap-de-Nac? Il y avait des SS, il Il y y avait avait des Allemands? pas sur le moment. C'était Cap-de-Nac, c'est pas loin de Figeac, donc c'était quand même assez dangereux parce qu'il y avait quand même l'armée qui était là-bas, l'armée allemande. Et il y avait des miliciens. Et il y avait surtout des miliciens. Je pense Cap-de-Nac était très. Ouais. Il y avait beaucoup de miliciens qui collaboraient avec l'armée allemande. Parce qu'après la guerre, ils ont été jugés et tout. Mais je suis restée à peu près jusqu'en 45. Donc, tu es 45 presque 3 ans. Je suis restée 3 ans parce que maman a été déportée et mon père ne pouvait pas nous prendre. Il avait une petite pièce, il était retourné sur Toulouse pour pouvoir travailler un peu. Et puis,
il nous prenait de temps en temps pour les vacances. Et c'était tout, voilà. Alors, comment tu as retrouvé ta famille après? Eh bien, un jour, madame, je suis restée après. Tout le monde est reparti chez ceux qui avaient encore de la famille. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, qui n'avaient que de la famille aux États-Unis. Il y a eu une famille entière hollandaise aussi, qui est partie aux États-Unis. Renée Kessler, elle est partie, je crois, au Brésil ou en Argentine, je ne me rappelle pas. Mais c'est un pays comme ça. Et il y en a qui sont partis en Angleterre. La famille, et madame, il y avait une maîtresse d'école, mademoiselle Annie Bach, qui s'est mariée après à Toulouse, que j'ai revue aussi. Et j'ai revu quelques personnes, parce qu'après la guerre, on se donnait rendez-vous là-bas, une fois par an, pour se réunir avec Madame Bergon et Madame Roch. Alors, Madame Bergon et Madame Roch, c'était... C'était Madame Bergon qui régissait tout, que ce soit l'alimentation, tout, c'était pour nous, pour les enfants. Donc, c'est elle après qui allait souvent chercher ou emmener les enfants, comme ma sœur quand elle était toute petite, et que maman voulait la voir à l'époque. Et tout le couvent était au courant qu'il y avait des enfants juifs cachés? Pas du tout. Il y avait que peut-être trois personnes, c'est tout ce qu'il y avait. Toutes les religieuses étaient sympathiques avec nous. D'abord, c'était quand même un couvent, mais pensionnat de jeunes filles, parce que toutes les jeunes filles qui étaient tout autour du village allaient à l'école là-bas. Allaient à l'école, c'était comme une école communale, hein, et tout le monde venait là-bas. Donc, non, personne n'est. Après, petit à petit, on se demandait si les paysans ne savaient pas. Parce que quand on allait à l'église, alors c'était la chapelle pour la messe, mais quand on allait au Vêpres, c'était à Saint-Julien-d'Empare, et là, il y avait beaucoup les paysans qui descendaient pour les Vêpres, et après, souvent, ils nous disaient de monter en montagne avec eux, chez eux, pour nous donner des goûters. Voilà. C'était quand même des braves gens. C'était sur Saint-Julien, il y avait beaucoup de braves gens, beaucoup. Donc, ils ne disaient pas qu'ils savaient parce que c'était dangereux. Non, personne ne parlait. Personne ne parlait, mais pas, ils se même doutaient. si les autres religieuses savaient peut-être, parce qu'ils comprenaient que c'était plein. Il y avait beaucoup d'étrangers aussi dans l'école. Beaucoup d'étrangers. Ah oui. Oui, énormément qui se sont cachés là-bas, énormément. Et je me demande s'il n'y avait pas non plus le maquis qui était. Je pense qu'on avait le maquis tout autour et que nous, on ne savait pas, mais par la suite, on a compris qu'il se passait toujours quelque chose autour du couvent le soir. Je pense qu'il faisait avec le maquis beaucoup de choses aussi. Quand il y a eu la fin de la guerre, tu étais encore là-bas à ce moment-là. Moi, j'étais là-bas, je suis restée Comment tu es reparti sur Paris? Moi, je suis restée. Ton père? Je suis restée une année entière. Tout le monde était parti. Je suis restée avec Hélène un petit peu aussi, Hélène Obermann. Et je suis restée avec elle parce que maman n'était pas là. Oui. Et Hélène, c'était un peu ta grande sœur quelque part? Non, on était un peu du même âge? Hélène Obermann, c'était une petite fille comme moi, à peu près on était à peu près du même âge, et on s'était connus à l'école Championnet à Paris. Donc dans le 18e. Dans le 18e. Donc on s'est retrouvés là-bas, et après je suis allée un petit peu chez elle aussi, mais autrement, voilà. Alors, on a attendu que ma mère rentre. Quand Madame Bergon a eu des nouvelles,
parce que maman s'est rappelé où on était, sur Cap-de-Nac, à Massy, et elle a dit, je veux partir là-bas. Et ma mère, elle est restée plus d'un mois à se retaper un petit peu de la déportation là-bas. Et moi, je suis restée avec elle et ma petite sœur. Et après, quand mon père a décidé qu'on repartait sur Paris, parce qu'on n'avait plus d'appartement, on n'avait plus rien, donc on est arrivé sur Paris et on a été chez un oncle à moi, un frère à mon père, et on est resté quelques jours. Et de là, on a essayé de retrouver l'appartement. Et je ne sais pas comment exactement comment ça s'est passé. Et la personne est partie, les personnes sont parties et nous ont redonné l'appartement. Ils ont expulsé. Et notre voisin avait gardé quelques meubles. Entre deux, quand ça a été déménagé, et il nous a rendu tous nos meubles. Surtout des chaises, voilà. Mais on ne peut pas vraiment raconter parce qu'il y a eu des journées tellement longues et dures que c'est dur à raconter chaque jour. On ne peut pas raconter vraiment. Chaque chose, pour des enfants de 10, 11 ans comme nous on était, c'est quand même dur. Mais... Tu as reconnu ta maman tout de suite? Ah, ma mère, elle n'avait plus de cheveux. Et ma soeur ne voulait pas lui parler, voulait pas la voir parce qu'elle n'avait pas de cheveux. Elle ne l'a pas reconnue? Non, elle ne voulait pas la voir. Elle disait, maman avait des beaux cheveux tout le temps. Et c'est vrai. Et oui. Donc après, ta mère est venue vous retrouver, vous êtes resté à Massy. Maman est venue nous retrouver, elle est restée un bon mois avec nous là-bas, parce que c'était au mois de, je crois que c'était un mois de vacances, mois de juillet peut-être, août. Et ensuite, vous êtes resté en relation un petit peu? Tout le temps, toute notre vie, jusqu'à ce qu'elle décède, on est resté, en principe, une fois par an, on se voyait. Elle venait chez mes parents. Madame Bergon est toujours venue chez mes parents et souvent ça tombait avec nos Pâques à nous. Donc elle était heureuse de faire les Pâques avec nous et on se voyait tous les ans. Elle venait, elle descendait dans un hôtel et après elle venait à la maison. Et nous, on allait les voir. On était beaucoup de Paris aussi. On se donnait des rendez-vous ensemble. Et au début on s'est donné aussi des rendez-vous à Saint-Julien-d'Empare. On allait à côté de Massy. Il y avait un hôtel avec piscine et tout là-bas, à côté de Saint-Julien-d'Empare. Vous étiez, tous les enfants revenaient? Tous les enfants qui ont vécu et qui sont restés en France se donnaient rendez-vous une fois l'an. Voilà. Est-ce que tu voulais Pendant des années, on a fait ça. Et moi-même, quand j'ai eu des problèmes de trouver un appartement pour loger mes enfants, j'ai envoyé mes enfants pendant une année là-bas. Une année, ils sont restés. Les garçons étaient placés chez une nourrice. Chez une nourrice? Chez une nourrice là-bas. Et ma fille était dans le pensionnat de jeunes filles. Voilà. Et elles étaient tellement heureuses d'avoir nos enfants. Tous les ans, il n'y avait pas de raison, on allait les voir. Est-ce qu'elles ont eu conscience, ces deux sœurs, qu'elles avaient fait quelque chose de... Oh ben, elles ont été décorées par Monseigneur. Monseigneur Saliège était très content. Et puis, il y a eu Monseigneur aussi, pas de Casseville, mais de, comment ça s'appelle, là, à côté, qu'on allait. Cap-de-Nac? Non, pas Cap-de-Nac. Je me souviens plus.
ça va me revenir. Oui, mais au départ, elles l'ont fait parce qu'elles étaient convaincues qu'il fallait aider les Juifs C'était, et les enfants au juifs. démarrage, c'était. Combien vous étiez à peu près cachés comme ça? On était peut-être, je sais pas, je ne peux pas définir. Il y avait 3 tables, 3 grandes tables dans le réfectoire. C'est une soixantaine ou plus? Oh oui. C'est-à-dire, il y a eu un roulement, il y en avait qui venaient, qui restaient. Il y a eu avec des moments, avec des parents, enfin la mère. La mère. Le père était déjà déporté souvent. Et elles sont restées quelques mois et puis qui partaient. Ça, il y a eu un roulement d'enfants aussi, hein, c'est sûr. Il y avait toujours une permanence d'environ 60-70 enfants qui étaient Oh, sur place. Oui, certainement, on était. Pour finir, elles n'ont rien demandé, mais un jour ça s'est su, leur histoire a été connue, elles ont été décorées. Elles ont été décorées, comment ça s'appelle? Parce qu'à la fin, elles étaient dans ce couvent que j'avais été les voir, j'avais pris l'avion avec ma sœur. Je me rappelle plus. Elles étaient âgées déjà. Oui, elle était âgée. Madame Rock vivait encore. Madame Rock, elle est morte à 98 ans par là. Je ne sais pas toute jeune. Quel âge elle avait, mais c'est la dernière fois qu'on l'a vue quand on a été là-bas, justement, dans ce couvent-là. Madame Rock. Et donc, vous leur avez offert aussi un voyage en Israël. Oui, oui. Parce qu'elles n'avaient jamais vu la terre d'Israël. Et c'était un de leurs vœux les plus chers que de pouvoir s'y rendre. D'ailleurs, elles sont inscrites à Vachem. Il y a de Vachem. Oui, oui. Comme juste. Oui. Voilà. C'était des femmes très, très courageuses. Il fallait avoir déjà beaucoup de courage pour faire ce qu'elles ont fait. Et puis, il y avait la mère supérieure, Madame Balbi. Ça m'arrivait de descendre de bonne heure du dortoir et j'allais la trouver. Elle était pas grande, c'était une petite sœur, mais c'était la supérieure de ma cible et c'est elle qui s'occupait de la nourriture. Et tous les matins, elle coupait le pain, la pauvre, parce qu'on n'avait pas de ticket. Donc, il fallait qu'elle fasse des rations de pain pour chaque enfant et c'était dur, hein. C'était dur pour elle. Heureusement, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens autour qui aidaient, qu'on n'a pas su nous-mêmes, qui ont aidé des paysans. Les paysans ont beaucoup aidé. Et il y avait la ferme aussi. Vous aviez une on ferme allait sur chercher, place. Oui, on allait chercher de lait à la ferme. Vous aviez un grand potager aussi que. Il y avait le potager, où c'était la tante de Madame Roch qui s'occupait que du potager. Voilà. Donc c'était organisé un peu en autarcie quelque part. Comme un kibbutz. Comme un kibbutz. C'était vraiment, chacun avait son travail bien déterminé. Il y avait les professeurs. Madame Roch, c'était un professeur de mathématiques, hein. Et chaque religieuse avait son rôle. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur tout ça? Tu veux parler un peu de l'après-guerre? L'après-guerre, reprendre la vie normale, ça a été dur? La vie normale, c'était. J'avais appris la couture là-bas. J'avais appris avec Madame je ne me rappelle plus comment on s'appelle. Ah, j'aimais bien, elle était très bien. Une religieuse qui était rentrée presque à la fin, qui était couturière. Et on avait une classe de couture. Voilà. C'est tout. Et donc, en rentrant, tu as été à l'école ou tu es reparti? Je suis rentrée à l'école, rue Ferdinand Flocon, parce qu'il y avait l'enseignement ménager. D'accord. Et bon, j'ai refait un peu de couture là-bas. Et puis, on apprenait à faire la cuisine et tout. Et puis après, je suis partie travailler. Ma première place, ça a été autour du square Clignancourt.
Voilà. Et tu avais quel âge alors? 15 ans? 15 ans, une quinzaine d'années, oui. Voilà. Ben, je pense qu'on on a fait le tour. On a fait le tour, on ne peut pas raconter des journées. Il y a tellement des journées à raconter que… Comment ça se passait à la maison? Ta mère, elle parlait de tout ça ou elle parlait? Ah, maman nous a toujours parlé de tout ce qu'il y a eu à la déportation. Toujours, toujours, toujours. Même si elle ne voulait pas, après, c'était nous on l'obligeait presque à parler. Ouais. Elle a été très… Elle a beaucoup travaillé, ma mère, dans les camps, justement, pour pas rester sur place. Elle partait travailler. Oui. Ça lui permettait de se nourrir un petit peu. C'est pas… elle ramassait des herbes pour manger. Ouais. Elle avait 2 amis qui étaient du 18e à l'époque, 2 sœurs, Léa et Marie. Et elle ramassait des herbes pour leur amener, elles étaient toutes jeunes. C'était toutes jeunes, des jeunes filles. Pour les nourrir. Pour les nourrir. Ouais. Bien. Est-ce que… Raphaël, tu veux passer aux questions-réponses? Oui. Alors, déjà, moi, j'ai une question personnelle que je vais me permettre de vous poser. Et en parallèle, je demande à ceux qui ont des questions de l'écrire sur la petite conversation, comme ça que je sache à qui passer la parole à chaque fois. Alors, moi, ma question, c'était par rapport au tout début. Il y a eu beaucoup de restrictions qui ont été faites aux Juifs lorsque vous étiez très jeune. Comment est-ce que ces restrictions, elles ont pu passer et s'imprégner dans la société et comment la mentalité de la société, elle a pu évoluer et accepter de telles restrictions sur des enfants, sur des femmes, et est-ce que vous, de votre côté, même si vous étiez jeune, il y a des choses que vous aviez gardées et qui vous avaient marqué là-dessus? Une chose plus importante qui m'a marquée, c'est que il y avait une épicerie juive dans le 18e à l'époque, rue Marcadet, et le papa a été fusillé. Et la directrice de notre école, rue Ferdinand Flocon, l'école des filles, a rassemblé tous les enfants, on portait déjà l'étoile à l'époque, et a rassemblé tous les enfants, Madame Lecomte, elle s'appelait, et elle a parlé aux enfants, à tous les enfants de l'école, en leur expliquant que dans la vie, il y a plusieurs religions, il y en a qui n'ont pas de religion, et et que la guerre, c'est une méchante chose, parce qu'il y avait des petites et il y avait des grandes. Donc, elle avait expliqué ça comme ça, et qu'il ne fallait pas qu'on se moque des enfants qui portaient l'étoile. Et que le père de Suzanne, qui a été fusillé, on n'a jamais su pourquoi, mais c'était comme ça. Mais cette directrice-là, Ferdinand Flocon, a rassemblé tous ses préaux. Goldenberg, et en expliquant que dans la vie, chacun a quelque chose, soit pour le bon Dieu, soit pour l'humanité, soit pour… voilà. À apporter. À apporter. D'accord. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez également parler de votre frère Charles, parce que c'est vrai que nous qui avons fait l'ALIA, on le voit comme un pilier de ce que vous m'aviez raconté, et j'aimerais aussi qu'on puisse partager cette magnifique fin de parcours, au Hachem, continuation, on va dire, de parcours. C'est-à-dire que moi, je suis restée avec ma mère quand lui, il est parti. Il est parti tout seul, il s'est évadé de la caserne Caffarelli. Moi, j'étais cachée chez les religieuses. C'est après que j'ai su comment il est parti. Il y avait un grand café à Toulouse à l'époque qui s'appelait le Café Américain.
Et il a trouvé, c'est lui qui avait déjà trouvé les passeurs à l'époque, donc il est retourné là-bas et il a, certainement, il a fait des connaissances que je ne connais pas moi-même et que il a, quand il s'est évadé de la caserne Caffarelli avec d'autres enfants, avec les poubelles. Donc, c'est là qu'il est parti certainement au Café des Américains. Il y a un bureau à tel ou tel endroit et c'est comme ça qu'il a pu partir pour Israël. C'était quel organisme? Je ne sais pas, je peux pas te dire. Comme l'OSE, c'est comme l'OSE, je pense. Mais c'est pas donc, le Bund, peut-être. Peut-être le Bund. Je ne sais pas. Si c'était les Américains. Pas te dire. Moi, et donc, il fallait aller jusqu'à Barcelone, c'est ça? Alors, je ne sais pas exactement. À pied? Ils ont passé les Pyrénées à pied, ça c'est sûr. C'est sûr. Et ils sont arrivés en Espagne. Et c'est là qu'on leur a proposé ou l'Amérique ou Israël. Et mon frère a tout de suite dit Israël, ça c'est sûr. Et il y avait un autre copain avec lui, qui est mort l'année dernière. Hein, que mes petits-fils, encore aujourd'hui, sont amis avec les petits-fils de ce monsieur, et ils ont passé pour aller en Israël ensemble. Ils ont passé là, en Palestine. Et on a attendu, je crois, en 46 seulement qu'on a eu, fin 45, oui, qu'on a eu les premières nouvelles de mon frère. Qui, lui, était au service militaire. Du coup, il est arrivé en Israël, il a fait la guerre d'indépendance également en 48. Dans une yeshiva, il y avait la guerre, donc on les a pris pour aller faire la guerre, ils étaient militaires. C'était des militaires, c'était normal. Il était dans une yeshiva qui parce que lui, il avait quel âge? 16-17 ans, hein, pas plus. Oui. Il était dans une yeshiva kibbutz, que d'enfants pratiquement. Voilà. Et du côté d'Adera, d'après ce que j'ai compris. À Adera, les premières nouvelles, c'était d'Adera. Adera. Et après, bon, comme il avait l'âge d'être militaire, ils l'ont formé pour qu'il soit militaire. Et quand il y a eu la guerre en 48, il a été blessé. Il a été blessé par un obus, il me semble. Il est rentré en 49 à la maison. Fin 48, début 49. En fait, entre 42 et 49, vous n'aviez pratiquement plus de nouvelles, à part de temps en temps une lettre. Ouais. C'était tout. Alors, on a également une question de côté de la part de Ella. Pendant combien de temps n'avez-vous pas eu de nouvelles de votre maman? Alors, maman, plus d'un an et demi à peu près. 1 an et demi. Au moins 1 an et demi. Ah oui. Une bonne année, c'est sûr. Alors, pour les autres, je vous ai permis de réactiver votre micro si vous avez des questions. Donc, essayez d'y aller un par un. Et allez-y, je vois qu'Alex a désactivé son micro. Donc, on laisse la parole à Alex pour une question. J'ai une question, mais plus moi, ce qui m'a, c'est le rôle de l'Église à l'époque qui est assez paradoxal parce que bon, au final, c'était du pain béni pour l'Église, l'extermination des Juifs, eux qui se revendiquent le nouvel Israël, et cette volonté ensuite de convertir tous les Juifs qui le cachaient. Vous avez ressenti pendant cette période une volonté de vous convertir ou Non. Non. Jamais forcé à quoi que ce soit. Jamais ils nous ont forcé quoi que ce soit. Il y a des gens, oui. J'ai connu. Il y en a eu. Hein. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être même pas 5. Non. Merci. Jamais été, personne ne nous a obligés. On allait
c'était normal qu'on aille avec les autres élèves pour montrer qu'on est juive, hein, déjà d'une part. C'était dans la logique des choses. Donc, on allait à la messe, on allait au vêpres, et s'il y avait la fête, on faisait la fête. On avait Noël, on avait... Mais obligé, non. Moi qui ai une expérience différente, parce que en fait, j'y ai vécu une année après la guerre, bien après la guerre, de tout ça. Je peux dire que les gens de ce couvent que j'ai connu, jusqu'au curé qui officiait, avaient, et qui était ensuite devenu d'ailleurs le curé, l'évêque de la basilique Montmartre, il avait vraiment une attitude exemplaire et jamais, mais vraiment jamais, il n'a essayé de nous convertir en quoi que ce soit. Moi, je me souviens oui, c'est vrai qu'il était de Montmartre. Que des bons moments, c'est où il nous emmenait en promenade, il nous offrait une glace de temps en temps et il nous demandait si tout se passait bien, quoi. Oui, mais à l'époque où moi j'étais, c'était pas lui. C'était le curé Hirsch, il s'appelait. C'était un Alsacien qui se cachait par le fait, pratiquement il avait aussi. Un nom juif. Oui, il s'appelait comme ça. Et qui était celui qui servait le couvent. C'était un curé. Voilà. Et je pense qu'il faisait peut-être partie avec les maquisards qui étaient autour. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vrai qu'il y a 2, 3 filles, bon, on ne peut même pas dire 2, 3. Les seules que j'ai connues, c'était les sœurs Bach, je crois. Je crois qu'elles s'étaient fait baptiser. Oui. Et une famille la famille hollandaise qui sont partis aux États-Unis après et qui sont devenus protestants après. En arrivant aux États-Unis, elles sont devenues protestantes, elles ne sont pas restées catholiques. C'est les seules nouvelles que j'ai. Également, je voulais vous demander par rapport à l'état d'esprit à votre retour à la fin de la guerre sur Paris et l'état d'esprit général. Comment est-ce qu'il était? Parce que on sortait de guerre, on avait eu quand même une bonne partie de la population qui avait collaboré, une petite partie qui avait protégé. Du moins, c'est ce qu'on apprend dans les manuels d'histoire. Comment est-ce que la population a pu se remettre de tout ça? Et comment c'était au tout début, après le débarquement? Est-ce qu'il y a eu des règlements de compte? Ah oui, il y a eu sur Cap-de-Nac beaucoup. Sur Cap-de-Nac beaucoup. Il y avait beaucoup de la milice. La milice, ils ont été. Il y a eu des femmes qui ont été rasées et tout. Ah oui, à Cap-de-Nac. Pas que ça. Ben, les hommes aussi qu'on est venus emprisonner. L'ambiance, non, parce que ce qu'il veut, c'est l'ambiance des gens. De l'après-guerre. Il y a des règlements de compte, mais quand on est revenu à Paris, on n'a rien senti du tout, comme si rien n'avait été. Ouais, la vie a repris comme si rien ne s'était passé. Ouais. C'est-à-dire tout le monde voulait oublier. Les gens avaient besoin, il y avait les tickets. Il y avait besoin de travailler. Il n'y avait pas de travail. Il fallait tout réorganiser. Les gens pensaient, je pense. Je ne pense pas. Pourtant, maintenant, j'étais une enfant, je ne peux pas vous dire. J'ai attendu longtemps en France pour reconnaître que le régime de Vichy n'avait pas été tendre du tout, voire, on peut dire le mot qui est un peu argotique, c'est dégueulasse, avec la population juive, les Arméniens, et en fait tous les gens qui les gênaient. On va dire ça clairement. Et il a fallu attendre que Chirac fasse une déclaration dans ce sens en 95 ou 96. Mmh. Donc c'est quand même près de 50 ans après la guerre. C'est-à-dire que pourtant c'était un quartier juif, le 18e. D'ailleurs, il ne restait pas beaucoup, il reste plus beaucoup de monde.
Mais autrement, jamais senti, on n'a jamais senti, même avec les autres hôtels, tout ça, jamais on a senti quoi que ce soit. Il y a une question de Laura qui demande, lorsqu'il y a eu la tentative de vous emmener pour la rafle du Veldiv, qui est-ce qui est venu vous chercher? C'était des policiers français? C'était des policiers français. Ils étaient seuls ou ils étaient accompagnés d'Allemands? Je ne sais pas. Non, non, il n'y avait pas d'Allemands. C'était la police française. Excusez-moi, j'aurais une autre question. Par rapport justement, vous évoquiez le rôle de Vichy. Vous avez certainement dû entendre les propos ces dernières années d'Éric Zemmour, qui sous Alain Michel, qui reprend à Alain Michel, historien, en disant que finalement le régime de Vichy a épargné les Juifs français et finalement il ne le réhabilite pas, mais bon, il donne presque des circonstances atténuantes. Je voulais entendre, je veux savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, perso, si on me le demandait, je dirais non, parce que le régime de Vichy a été très au-delà de ce que demandaient même les Allemands de l'époque. Le fait de donner des enfants. Enfants, oui. C'était pas dans l'ADN où il était prévu au départ. Et vous trouvez qu'il y avait eu beaucoup de zèle quand j'ai lu. Non, mais il paraît, moi c'est ce que j'ai entendu dire, hein, parce que moi personnellement, je ne me suis pas intéressée après. Mais il paraît qu'il y avait même des Juifs, il fallait remplir les trains. Paraît-il, il fallait remplir les trains. Alors ils allaient dans les mouvements juifs pour remplir les trains. Voilà ce que j'ai entendu. Les trains de déportation? De déportation, oui. Voilà. Donc, il y avait des gens qui donnaient des adresses. Il y a toujours eu quelque chose, dans toutes les guerres, il y a toujours quelque chose où ton voisin fait une mauvaise action. Ou des dénonciateurs. Des dénonciations, voilà. C'était organisé quand même. C'était organisé. Hein, pour le coup, c'était organisé, il faut le savoir. Donc, il y a les gens qui le disent, il y en a d'autres qui ne veulent pas le croire, mais il paraît que c'était comme ça. Maintenant, moi, personnellement, je ne connais pas. Je pense que tu peux peut-être raconter ce que tu fais aujourd'hui avec les écoles. Est-ce que tu peux raconter ce que tu fais avec les écoles à Paris? Ah, ce que je fais avec les écoles à Paris, ça fait 20 ans qu'on a commencé. Et on recherche les noms des enfants qui ont été déportés. Il y a eu même des petits-enfants dans les écoles maternelles qui ont été déportés. Et on marque les noms dans les écoles et une plaque devant la porte de l'école. Voilà. Et on a fait des recherches pendant... Ça fait 20 ans qu'on cherche toujours. Et on a des noms, on a des listes. Alors, le mémorial aussi, qui aide beaucoup. Et voilà. On a retrouvé les adresses, ce qui n'a pas été simple. On a passé pas mal de temps. Oui, parce qu'il y a eu des enfants qui étaient cachés, mais qui allaient dans des écoles entre dans d'autres arrondissements. Alors, il faut remettre à jour à chaque fois quelque chose. Est-ce que tu as eu envie de quitter la France avec tout ça? C'est une question de Laura. Oui, c'est-à-dire que quand mon frère est rentré d'Israël, qui nous a parlé d'Israël, donc j'avais beaucoup d'amis que les parents ont été complètement déportés, qui ne sont jamais revenus. C'était des garçons et ils sont partis en Israël pour la guerre, pour faire la guerre en 1948. Voilà. Et après, ils ont été chercheurs d'eau dans le Negev. Et en 1949, quand mon frère est rentré, qu'il nous a raconté, moi je suis partie parce que en plus on avait beaucoup de familles de mes parents qui étaient arrivées en Israël et j'ai voulu les connaître et tout. Et je suis partie aussi en Israël.
je suis restée 3 mois. Voilà. Tu n'as pas eu envie de rester? Et je suis rentrée. Ah non, je voulais revoir maman, mes parents. Mais Forcément. je suis pas. Mes parents étaient en France. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que quelque part, on t'a volé une partie de ta vie quand tu étais... Naturellement qu'on a ce sentiment, mais après, le quotidien. Peut-être un orphelin, il ne peut pas oublier, ça c'est sûr. Mais comme j'ai retrouvé mes parents et que j'ai eu une vie normale, sans luxe, sans rien, mais j'ai trouvé ça normal, c'est tout. J'ai pas cherché plus loin, c'est tout. Bien sûr, tu as une partie de ta vie, mais on finit par... Ceux qui n'ont pas eu de parents du tout, ils ne peuvent pas oublier. Mais ceux qui ont retrouvé la famille, c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer. Alors, comment vous avez fait pour récupérer vos biens après la guerre, vos affaires et tout? Ça a été compliqué ou relativement simple? Les biens, à part l'appartement. L'appartement, les terrains. Ah, ça, il y a eu des procès avec les terrains et tout, mais ça c'est une chose à part, ça n'a rien. Il y a déjà, papa, sur le terrain de Saint-Ouen, il y avait un monsieur qui était stolaire, on appelle ça, je ne sais pas. Il travaillait, il faisait des lits à l'époque en ébéniste. Non, c'était pas un ébéniste. C'était des sommiers en métal. En métal, là, donc il est resté là-bas. C'est lui qui est resté là-bas, qui s'est occupé de tout. Mais il le louait, ce terrain? Non, il n'était pas loué. Quand vous l'avez pris, je crois. C'est le monsieur qui avait la petite maison qui s'occupait de tout. Oui, mais... Que papa a remercié parce qu'il payait même les impôts. D'accord. Papa l'a remercié et tout. Alors, il y a également une question. Vous avez dit que vous étiez parti en procès pour récupérer votre appartement. C'est un procès contre qui, on vous demande? Qui est-ce qui avait récupéré votre appartement pendant cette période? C'était des policiers. C'était un policier qui était dans l'appartement. D'accord. Un policier français? Français, oui. D'accord. Donc, avec une missive d'un avocat, je suppose qu'ils ont réussi à récupérer l'appartement. Comment ça s'est passé. Alors, pour revenir sur ce Monseigneur, vous avez dit que c'est grâce à ce dernier que vous avez eu l'information pour pouvoir aller vous cacher dans ce convent. Est-ce qu'il y avait tout un système qui était un système de réseau sur toute la France ou est-ce que c'était quelque chose d'unique à un seul endroit? Déjà, Monseigneur Saliège, il est rentré dans la cathédrale de Toulouse et il a fait son premier discours pour qu'on s'occupe des Juifs en général. Il était contre, en fait, la décision du pape. Voilà. C'était Pie XII, je crois, à l'époque, qui marchait main dans la main avec le Reich. Donc, et il a demandé que ceux qui peuvent et ceux qui croient en Dieu, c'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs, et qu'il a dit, il n'y a pas de raison qu'on supprime un peuple. Voilà. Et il a demandé à ce que les enfants soient cachés et tout, et qu'on s'occupe des familles. Et c'était une position officielle qu'il tenait ou alors c'était seulement officieux? Ça a été dit dans toutes les églises de France. C'était sa position à lui qui allait à l'encontre de ce qui se disait à Rome. Il faut bien comprendre qu'il était complètement... il était déjà très malade. En porte-à-faux avec il avait la maladie de Parkinson déjà à l'époque, quand il a fait son discours. Et donc, il a demandé à Madame Thèbes, Mademoiselle Thèbes, de monter le réseau. Je ne sais pas si on peut appeler ça un réseau en tant que tel, mais de monter ou d'organiser tout ça. Et donc, tout passait après par Mademoiselle Thèbes, sur la région de Toulouse en tout cas. Cet homme-là a sauvé en réalité des milliers de
Des milliers de juifs. Nous, à Cadour, mon père était en résidence assignée. Après, il a été mis dans une ferme pour travailler, mais on était dans une maison, il y avait que des familles juives. On n'était pas vraiment cachés, mais on était là, ce qu'ils appelaient à l'époque la résidence assignée. Avec maman, ma mère, moi j'allais à l'école, et maman a pris une maison de campagne, une petite maison, enfin, il y avait peut-être une pièce, à la campagne, et tous les matins je partais à l'école. Je pense qu'il y a un enseignant l'impression qu'on a le régime de Vichy n'était pas au courant du réseau qui était formé par les églises. Je pense que non. Sinon, il aurait pu très très vite. On n'aurait pas pu sauver autant de personnes. Le réseau était en zone libre, mais il y avait des miliciens partout, des miliciens qui travaillaient main dans la main avec les Allemands, qui étaient aussi en zone libre. Et s'ils pouvaient attraper des Juifs et les déporter, ils s'en privaient pas. Oui. Et après, en 1943, c'était toujours en zone libre. Hein. non, fin 43, d'ailleurs, c'était fini cette histoire. Wow. Est-ce que à son retour, ta maman, elle t'a raconté ce qu'elle avait vécu pendant les camps? Tout, elle nous a tout raconté. Tout raconté. Je sais qu'il y a des déportés qui n'ont pas voulu parler, mais ma mère nous a tout raconté. Moi, je sais que ma grand-mère me disait qu'elle avait une peur bleue des chiens qui gardaient les camps. Et que... Parce qu'elle a vu des Allemands faire avec des chiens arracher tout le corps des jeunes filles. Ils leur faisaient. Elle a été traumatisée. Je peux dire qu'elle elle dormait pas très bien la nuit. Il y avait des fois des cauchemars qui revenaient. Il y avait un certain nombre de séquelles, on va dire, lourdes de son passage à Auschwitz. Birkenau, à Birkenau aussi. Elle a été travaillée dans une usine d'aviation aussi. Partait le matin, rentrait le soir. Dans le froid. Moi, elle m'a raconté les appels qui se faisaient à 4 ou 5 heures du matin où on rassemblait les gens qui allaient travailler pendant plus de 2 heures sous la neige, dans le froid, et ils avaient à peine des chaussures et à peine des vêtements sur eux, et qu'il fallait se placer au milieu si on voulait avoir une chance de survie et pas être sur les bords. Elle m'a raconté tout ça. On ne peut pas imaginer ce que ces gens-là ont traversé. La nourriture, c'était un bol d'eau chaude. Il faut le savoir aussi. C'est pour ça qu'elle ramassait beaucoup de plantes, beaucoup d'herbes. Donc, je ne pense pas qu'on s'en relève facilement de ce genre d'expérience. Personne ne peut imaginer, même encore aujourd'hui, ce que ces personnes ont pu subir au quotidien simplement. Parce qu'il y avait la maladie, il y avait les parasites, il y avait les gens qui mouraient autour d'eux. C'était terrible. Une promiscuité qui ne permettait pas à aucune personne de s'isoler. Il y avait la crainte à tout moment de mourir d'une balle dans la tête. C'était pas humain, clairement. On était loin de l'humanité.
Est-ce qu'on est amer aujourd'hui de tout ce qu'ont fait toutes ces générations-là au peuple juif? Je dirais que c'est même plus le débat aujourd'hui. Simplement, on n'oublie pas. On n'oubliera jamais. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être? Juste dire que votre témoignage est poignant et touchant et très important pour les générations à venir. Et merci. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. D'accord. Écoutez, alors s'il y a plus de questions, alors comme il l'a dit Alex, tout d'abord, Madame David, un énorme merci du fond du cœur de nous avoir donné cette chance de pouvoir écouter ces paroles-là, qu'on n'oubliera jamais et qu'on grave dans nos cœurs et dans nos têtes. Merci également, Monsieur Wittenberg, pour avoir fait le lien entre nous. Je vais également, Monsieur Wittenberg, vous demander l'autorisation et Madame David également de mettre en ligne éventuellement les documents que vous m'aviez envoyés. Je crois que c'est un extrait d'un journal et d'une interview pour avoir encore plus d'éléments sur cette histoire parce que c'est vrai que le temps est toujours et Bezrat Hachem que avec ce devoir auquel on répond de souvenir, on n'est plus jamais à vivre de pareilles atrocités et que Hachem il puisse nous libérer, il puisse nous emmener le Mashiach, on puisse se retrouver tous ensemble dans la bonne santé, dans la joie, dans la simcha. On sort de ce confinement également. On va rentrer la Bezrat Hachem dans Shabbat et qu'on se retrouve tous ici à Yerushalayim réunis. Merci encore, Madame David. Merci, Monsieur Wittenberg. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup.